L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver parmi ceux qui font bouger l'actu grenoblois, ceux qui vous inspirent par leur talent, par leur audace, et ceux qui vous font rire et même vous font réfléchir, ou les deux à la fois, comme ce comédien, humoriste, humaniste, sur grand petit écran qui chatouille les esprits à la radio comme sur les planches, comme ce champion de trial qui fait partager sa passion du VTT au grand public et qui fait dévaler la Bastille aux cyclistes intrépides depuis l'an dernier, et celle qui nous régale au fil des lignes de ses romans. Son dernier vient de sortir. Il s'appelle Sous le soleil de Soledad. Bienvenue, Laurence Perrin. Bonjour. Comment on dit d'ailleurs Soledad ? Soledad. Soledad. Ce qui veut dire en espagnol solitude. Eh oui. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire soleil. Oui. Ouais, moi non. je pensais que ça voulait dire soleil. Moi aussi, avant d'écrire le livre. Ah, ok. Oui. Donc, c'est un livre de définition en fait, c'est un Voilà. livre de traduction. Ça vient de très loin. Ouf. Mais c'est vrai que c'est très aérien. C'est un mot presque qui est très léger. Et avec ce livre qui fait beaucoup de bien, vous êtes auteure, écrivaine, comme on dit. Romancière, s'il vous plaît. Romancière, magnifique. Ancienne consoeur, journaliste, comme vous. D'ailleurs, on revient dans un petit instant, il faut garder la surprise. Vous nous donnerez encore plus envie de lire votre dernier roman dans un petit instant. Aurélien Fontenoy, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? Ça va, très bien. Je suis venu avec mon vélo. Acrobate sur pneus, comme on dit. Avec cette fameuse descente sur la Bastille qui se prépare, ancien champion du monde junior et vice-champion du monde tout court de VTT trial. Rien ne vous fait peur, pas même donc cette fameuse descente de la Bastille dont on va parler dans un petit instant. Et bienvenue Thomas, VDB. Merci. Merci Qu'est-ce qu'on est Télé content. Grenoble. Qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir. Je suis ravi. Vous aussi, vous êtes content d'être là. Bah oui, j'ai fêté un anniversaire à Télé Grenoble, il y a une dizaine d'années à peu près. Quand c'était les 10 ans, je me souviens que j'avais fait une chronique sur Télé Grenoble, sur l'antenne de France Inter. C'est tout à fait ça. On va se rafraîchir la mémoire tout à l'heure. D'abord, vous avez une actu, bien sûr. Oui. On ne va pas forcément remonter trop dans le rétro, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore assez, vous êtes comédien, humoriste, chroniqueur, à la radio, à la télé, au cinéma, sur les planches, même sur le web. Et vous mordez l'actu pour nous divertir, mais aussi pour nous faire réfléchir. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, disons particulièrement avec le dernier spectacle que je joue qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate, donc où je parle de... Pour la première fois, je fais un spectacle qui est un petit peu... qui parle de... En fait, je voulais avoir un spectacle qui ressemble à la façon que j'ai de m'emparer de certains sujets sur France Inter. C'est-à-dire que moi, là-bas, je suis pas du tout spécialiste de la politique et tout, mais à un moment, j'ai le droit, comme tout le monde, de m'exprimer sur les sujets, sur la façon que j'ai de les percevoir, et donc je parle d'avenir, d'enjeux, en essayant d'être le moins emmerdant possible, parce que donc voilà, mon spectacle parle d'écologie, mais je sais complètement le côté rebutoire que peut avoir ce mot écologie. Donc mon spectacle est articulé en deux parties. La première partie consiste à dire que je fais pas ça pour m'amuser, c'est-à-dire que j'ai jamais rêvé d'être écolo de ma vie, c'est vraiment un truc que même je sais combien ça peut être emmerdant de parler d'écologie et tout. Mais la deuxième partie du spectacle consiste à dire, par contre, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on n'a pas le choix que d'être écolo. On n'a pas le choix que d'être écolo. Et justement, cette manière aussi de dédramatiser, en fait, de tourner en dérision les choses. C'est une manière aussi de dédramatiser le monde qui nous entoure. Et le rire, il fédère. Le rire, il capte les attentions aussi. Disons que de parler de sujets graves dont on parle tout le temps à la télé, mais d'en parler de façon légère, c'est-à-dire avec le but unique de faire rire les gens avec... j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu cathartique pour les gens, en tout cas quand j'entends ce qu'ils viennent me dire après le spectacle. C'est-à-dire que, moi j'entends qu'ils rient pendant le spectacle, mais après ils me disent que ça leur fait beaucoup de bien de m'entendre parler de cette façon-là, de ces sujets-là.
Et voilà, et donc je pointe aussi nos contradictions, parce que je veux pas avoir le côté moralisateur et donneur de leçons qu'on peut imaginer qu'il y a chez certains discours écologistes. Donc moi-même, je m'en revendique complètement comme écolo, mais je suis aussi, ça m'arrive aussi des fois de pas être cohérent, parce qu'on dit, t'es pas cohérent, t'as un smartphone. Sachant que, évidemment, s'il fallait être cohérent quand on est écolo, il faudra habiter dans la forêt et manger des baies, quoi. C'est ça. Et donc, il faudra faire avec, et puis organiser notre écologie autour de ce qui existe aujourd'hui. Voilà, et donc je parle, par exemple, j'ai un sketch dans lequel je raconte que j'ai arrêté de prendre l'avion, ce qui est vrai, mais qu'un jour, en cas de force majeure, j'ai été obligé de le prendre, sauf que 2 jours avant, j'étais passé à la télé, et j'avais dit que je prenais plus l'avion, et que quelqu'un me reconnaît à l'aéroport en me disant « Ouais, mais toi, là !» Et donc voilà, je veux aussi mettre en avant les contradictions. Oui, alors ça, justement, ce beau vélo VTT, vous n'allez pas nous le piquer à la fin de l'émission pour partir peut-être, Aurélien, je ne sais pas, pour aller rejoindre la salle de spectacle, mais vous partez en bus. Voilà. Exactement. C'est des petites choses qu'on peut faire chacun à sa... en bus. Mais je suis très client des transports en commun. Alors, mais vous mangez aussi... c'est pas toujours facile de manger. Regardez, on regarde un petit extrait tout de suite. Allez. Mais voilà, aujourd'hui, on change un peu de rythme de vie avec ma compagne. On fait attention comment on consomme et tout. Par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, maintenant, ma meuf à la maison, elle fait des gâteaux sans sucre. Voilà. Et elle me donne, elle me dit, elle me dit, c'est sans sucre. Je dis, pas la peine de préciser. Hein. J'ai économise plutôt ta salive pour humidifier le mélange des farines. Sarrasin, châtaigne et petite épeautre. Parce que je sais pas vous, mais moi, rien que le mot petite épeautre, je l'entends direct, ma bouche, elle est comme ça. Ah ben, c'est bouche pâteuse automatique. Et quelle que soit la taille de l'épeautre, vraiment, c'est ça. Et le lendemain, elle revient dans la cuisine, elle est déçue parce qu'il en reste. Elle dit, oh, mais il reste du gâteau sans sucre. Je dis, mais tu m'étonnes qu'il reste du gâteau sans sucre. Non mais sans sucre, il n'y a même pas il y a du sucre de date Elle maintenant, l'a fait donc une c'est fois, pas du... mais voilà, on a vrai. des sacs de farine chez nous. C'était vraiment pas bon alors. Non, c'était pas top quoi. Mais ça vient maintenant, il y a... Le seigle, franchement, c'était pas un truc qui fait penser au Moyen-Âge, le pain de seigle. Ouais. Alors attends, mais voilà, bon voilà, donc elle est beaucoup dans ces trucs-là, il faut qu'il y ait marqué bio dessus et tout. Mais elle a raison. Mais je suis une des premières. Donc ça, c'est dans le début du spectacle où je me plains du côté, parce qu'en fait, ce côté écolo est venu par ma femme qui est un peu contaminée et mon spectacle et ma vie avec ces sujets-là. Mais je sais qu'elle a complètement raison. Donc c'est contraignant. Mais je sais que, ne serait-ce qu'au nom du principe de précaution, elle a raison de vouloir qu'on mange bio. Enfin voilà, après je sais que c'est plus cher, voilà, ou de manger plus sainement en tout cas. Et c'est meilleur pour la santé et surtout aussi pour les circuits courts, pour l'environnement. Voilà, manger local, des choses comme ça. Oui. Bien sûr, donc à Grenoble, vous êtes comme un petit poisson dans l'eau. Ah bon? Première grande ville qui a élu un maire écologiste. Et oui, bien sûr, c'est vrai, 2014, Éric Piolle, donc, qui était notre... maire de Grenoble, était le premier maire écologiste élu dans une grande ville. Ok. Voilà, dans cette agglomération, on parlait beaucoup de villes laboratoires aussi. Aujourd'hui, on n'aime plus tellement ce terme. Mais et qu'en est-il voilà. de cette expérience laboratoire? Ah tiens, j'ai senti un petit sourire. C'est le deuxième mandat, c'est pas terminé. Ah, okay, oui, voilà, deuxième mandat. Les gens ont cru au premier alors. Voilà, il y a beaucoup de vélos, il y en a même un sur ce plateau, Exact, donc on est obligé, sinon, sinon la ville elle coupe tout. On a un vélo sur chacune des émissions. Donc Thomas VDB s'acclimate, c'est partout en France, un spectacle, un seul en scène engagé, vous l'avez compris, contre le réchauffement climatique, comme quoi on peut aussi rire de ce qui est grave et rire aussi, comme vous le faites au général, vous allez pincer l'actualité à la radio notamment, avec vos chroniques, comme c'est vraiment une constante finalement, c'est cet humour. Vous êtes un petit peu sur différents types de médias, mais voilà, l'humour va un peu casser la glace. Oui, et puis bon, je suis dans une émission c'est aussi par cette émission que je me suis mis à aborder des sujets politiques, chose que je faisais pas vraiment avant. Mais c'est vrai que l'actualité politique nous donne énormément de matière quand même, qu'on le veuille ou non, depuis de nombreuses années. Et donc, là, il y a de quoi faire forcément. Là, il y a beaucoup de quoi faire. Le risque étant de réussir à ne pas se répéter, parce qu'en fait... on tombe souvent dans les mêmes écueils, les erreurs qui sont commises par les gens qui nous gouvernent sont souvent les mêmes, donc on a peur de ressasser un peu les mêmes blagues, les mêmes angles. Donc moi, ça fait quand même 15 ans que je suis à France Inter. Au bout d'un moment, je me rends compte que ça devient un peu délicat de se dire, alors qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas déjà dit 15 fois? C'est même pour ça que l'émission s'appelle C'est encore nous. Exactement. Aussi, mais c'est vachement sympa, c'est très drôle, bien sûr. Alors, vous savez que vous êtes déjà passé sur Télé Grenoble. Me semble bien. C'était pas là.
Bah regardez, on a un petit extrait, on parlait de notre anniversaire, nous disons, écoutez. Et puis Charline, Alex et Guillaume, hein, quand vous voulez, vous êtes les bienvenus sur le plateau pour un extrait de Boutros ou d'un petit coucou quand vous passez ici. Nous, on connaît pas, on attend ça. Hein. Ouais. Vous avez les clés. Hein. Et ça, poing, c'était piqué sur le vif. Hein. Ça, c'était la première génération de l'émission, donc elle s'appelait encore Si tu écoutes, j'annule tout. Donc c'était il y a 7-8 ans, je pense, à peu près. Ah, on est très exactement 2015, décembre 2015, le 22. Okay. Ouais. Ça fait un moment, ça fait 7 ans. Et donc, voilà, avec cette petite blague de Thibaut qui, du coup, vous rend l'appareil. On était très, très contents. Vraiment, vous étiez en direct ici de France Inter pour les 10 ans de Télé Grenoble, car il y a une histoire entre nous, bien sûr, Thomas. Oui. Avec un certain nombre de mails, de messages, de SMS que nous avions reçus quelques mois auparavant, comme quoi Télé Grenoble était passé sur France Inter et on se faisait dégommer, descendre. Et nous, on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Chatouillé. Ouais. Voilà. Oui, mais les gens disaient, c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe? Mais nous, qu'est-ce qu'on a ri? On écoute? On écoute. Allez, écoutez bien. Ça fait longtemps. Que je voudrais parler de l'événement audiovisuel de la semaine qui a eu lieu hier soir, puisqu'une chaîne de télé mythique fêtait son 10e anniversaire. Et cette chaîne, c'est bien sûr Télé Grenoble. Alors, enfin, puisque c'est l'actualité, que je vais chanter Joyeux anniversaire, puisque maintes fois copié, jamais égalé, Télé Grenoble, c'est la chaîne qui a fait la différence dans le PAF depuis 10 ans. Et hier, c'était sa fête, retransmise en direct sur la chaîne. Et j'y étais. J'ai pris le train Gare de Lyon à 14h57. Je suis arrivé 3 heures plus tard à Grenoble pour aussitôt prendre une voiture direction Voiron. Voilà, dois-je rappeler que Télé Grenoble, c'est aussi évidemment une des premières chaînes à avoir proposé du porno à ses abonnés, même s'il s'agit exclusivement de porno grenoblois. Hein, je pense à des films comme Deux salopes sur un télésiège, ou bien évidemment le mémorable Viens me bouffer la tartiflette. Alors, il faut rappeler qu'en fait, j'avais fait cette chronique parce que c'était le lendemain des 30 ans de Canal+, qui était surmédiatisé. Oui. Donc, tout le monde ne parlait que des 30 ans de Canal+, et donc j'étais là... Comment je peux détourner ça? J'avais oublié ce pardon. Il y avait eu un complice, je pense que c'était Mathieu Madénian. Alors, absolument. On avait Guillaume Meurice qui était déjà passé aussi, mais c'était très très peu de temps après la visite de Mathieu Madénian qui était probablement peut-être un complice. Et en fait, vous parliez pas de Télé Grenoble, c'était le mot, c'était nous, vous nous connaissiez pas, mais c'était quand même vachement drôle. C'est vrai que ça s'est écrit très vite une fois qu'on a trouvé l'idée de parler de l'anniversaire de Télé Grenoble. Et ça nous a bien fait rire aussi. Voilà. Super. Et ça, c'était effectivement bien sympa. Les films, on les a jamais vus, ils n'ont jamais existé finalement, mais peut-être qu'un réalisateur a eu l'idée de les tourner depuis. C'est possible. Par contre, on est toujours prêt à faire la fête et pour fêter tous nos anniversaires. Hein. Je viendrai. Ouais, le 20 octobre. Hein. C'est chaque année le 20 octobre pour les 10 ans, les 30 ans. Là, ça fera 18 ans. Ça fera 18 ans. Ok. Ça y est. Bravo. Et donc, alors vous avez toujours une bonne conduite, malgré ce que vous venez de dire. Bonne conduite, vous êtes en ce moment à l'affiche, d'ailleurs, de ce film qui a l'air quand même très, très caustique, de ce Palmacho, justement, dont on est très fan. Donc, on vous voit sous différents registres, hein, aussi au cinéma. Celui-ci, j'imagine que, vu l'histoire, vous êtes particulièrement sensible. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, ça se passe dans un stage de récupération de points de permis. Et donc, c'est l'histoire d'une nana, donc Laure Calamy, qu'on voit à l'image là tout de suite, qui anime ces stages de récupération. Mais en fait, on apprend dans l'histoire qu'elle a perdu son mari quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Et pour se venger des chauffards, en fait, elle se sert de ces stages pour identifier des chauffards et pour les tuer la nuit. Et là-dessus, donc moi, je tombe amoureux d'elle. Et 2 enquêteurs, donc qui sont David et Grégoire du Palmacho, viennent mener l'enquête pour enquêter sur ces meurtres en série. Et donc c'est une comédie policière un peu décalée, comme on dit souvent, mais donc réalisée par Jonathan Barré, qui en l'occurrence porte bien son nom, parce que je trouve que le film est vraiment une réussite de ton qui est un ton décalé qui marche bien, c'est-à-dire qu'on voit 2 enquêteurs de police qui sont constamment en train de courir après des évidences, mais qui leur passent sous le nez, ils voient rien, ils sont en retard sur l'enquête tout le temps. C'est-à-dire que le spectateur a toujours 3 temps d'avance sur les enquêteurs, en fait, et c'est vachement amusant. Ouais, le scénario, déjà, juste à l'écriture et tel que vous le décrivez, il est magnifique, mais les retours sont magnifiques aussi. Ouais, il y a beaucoup de bons retours. Ouais, je pense que c'est une comédie d'avenir aussi. Sinus. Alors, Sinus, oui, c'est le romain que je jouais dans Astérix et Obélix. Ouais, on a du mal à vous reconnaître, hein. Mais on a du mal à me reconnaître, mais et puis bon, il y a eu beaucoup de rôles, il y a eu un casting complètement hallucinant dans ce film. Donc moi, je suis le premier Romain qui se fait taper dans le film. Donc c'était la grande. Donc même on me voit avant le générique, c'est-à-dire qu'en fait ma scène
et avant le générique de début. C'est-à-dire que si vous arrivez un tout petit peu en retard, vous avez raté. Je suis un peu comme dans les James Bond, où dans les James Bond, il y a vraiment la scène incroyable à chaque fois avant le générique du début. Bah, c'est la scène où je me prends un coup de poing par Astérix. Voilà. Et ben voilà, c'est c'est quand même, c'est pas mal. Et tout Surtout va que bien. j'avais déjà fait un film où j'éclatais la tête de Guillaume Canet avec un fusil à pompe. Et là, en retour, c'est lui qui me donne un coup de poing déguisé en Astérix. Donc c'était marrant. C'est un clin d'œil. Il y en aura d'autres? Je travaillez croise les beaucoup, doigts du coup, alors est-ce que- mais bon, normalement, le film est confirmé. Cet été, je tourne un film avec Bully Lanners où on joue une histoire autour de José Bové. Et donc, Bully Lanners va jouer le rôle de... C'est pas une comédie, hein, mais il va jouer le rôle de José Bové. Et moi, son assistant. Et ça va se tourner au Parlement européen. Écolo, on y revient. hein. Forcément, Voilà. ça parle de gens qui viennent de la Confédération paysanne. Donc, Voilà, oui, ça et des représente. gens, donc des gens. Exactement. Ça, c'est important. Merci beaucoup, parce que les gens vous attendent à l'heure où on enregistre à Exactement, l'Hexagone je de vais Mélan. aller jouer à Mélan. C'était un régal de vous recevoir. Merci beaucoup, Thomas VDB. On peut dire votre nom, c'est Vandenberg. Vandenberg. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci pour votre visite. Merci Ça nous a pour fait votre accueil. très plaisir C'est cool. et très belle année, très belle continuation. Salut. Merci. Salut. Et on y va, on enchaîne tout de suite. On y va. Qu'est-ce que c'est? Il y a un matériau qui a explosé. On se débrouillera à la fin de l'année. Thomas, merci. À très vite. Au revoir Thomas. Et donc l'événement, c'était bien sûr aussi la venue de Thomas VDB ici, parce qu'il y a une histoire qui nous tient particulièrement à cœur, ainsi qu'avec vous aussi, Aurélien, triple champion du monde, on le rappelle. 3 fois vice-champion du monde chez les élites, et puis et champion du monde junior, je vais y arriver. Ça fait beaucoup de titres aussi, donc en VTT trial, donc le VTT qui passe un petit peu partout, sur les gens, sur la montagne, sur les rochers, sur les bancs. Le trial, on peut en faire partout, aussi bien en montagne qu'en ville. De plus en plus, c'est de manière artificielle, mais le but, c'est vraiment, comme la moto, de franchir des obstacles avec son vélo. Oui. Et de franchir des obstacles, un grand obstacle qui fait aussi la fierté des Grenoblois, c'est un grand rocher qui s'appelle la Bastille. Et donc, c'est les 27 et 28 mai prochains, après une première à succès, c'était l'an dernier. Ce que vous voulez, en fait, c'est que tout le monde en profite. Le trial, généralement, c'est une discipline urbaine. Ça se pratique parfois même sur des parvis de musées, sur des... Là, vous voulez vraiment mettre la sensation à la portée de tous, et ça a marché ? Ah bah ça a cartonné. La première édition, donc c'était en mai dernier, et là donc c'est pas. Mai 2022. Voilà. Et du coup c'est plus du trial. Là c'est quasiment du VTT de descente, mais vraiment en milieu urbain. Donc c'est un concept tout nouveau qui a été développé par notamment Red Bull et tout ça en Amérique du Sud. Ça cartonne. Ils passent dans les favelas, ils sortent dans les maisons et tout. Et moi l'idée c'était de me dire en France ça n'existe pas, en Europe c'est très limité. On a le terrain de jeu pour, donc let's go quoi. Donc ça a été une année un petit peu prototype, on va dire, l'an dernier. Et puis là, ça repart pleine balle cette année, donc le 27 et le 28 mai. Et en plus de cette descente internationale qui va accueillir des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens, enfin ça va être toute la planète quoi, qui va venir, là, les meilleurs pilotes mondiaux. Il y aura un gros festival, donc ça va vraiment se développer là-dedans, ça s'appelait le Grenoble Bike Festival. Et il y aura donc au Jardin de Ville. C'est un scoop parce que ça vient de sortir en fait. Le concept en fait prend tellement qu'on développe encore. Il y aura des exposants avec des grosses marques de vélos. Il y aura une grosse zone initiation pour les jeunes avec des draisiennes, des vélos. Il y aura un gros concept de démonstration et compétition à un autre format. Donc voilà, sur 2 jours cette fois-ci, 27-28 mai. Parce qu'il faut que ce type de pratique sportive soit associé à une fête populaire. C'est presque un festival finalement. C'est pas juste une descente, c'est un festival qui va brasser. C'est la culture de ces disciplines urbaines. On l'a dit tout à l'heure, Grenoble, ça reste quand même une ville où on veut promouvoir le vélo, la mobilité, et c'est dans la continuité en fait. On a le vélo pour tous. Donc avec tout ce réseau de pistes cyclables, et il n'existait pas à l'heure actuelle un moment clé vraiment pour les Grenoblois et plus, parce que ça va attirer vraiment du monde entier en fait ce festival, mais il n'existait pas de vraiment quelque chose qui réunissait ces disciplines.
Donc on avait le côté très international, compétition, très élitiste, mais je voulais vraiment le rendre grand public et aux jeunes comme aux moins jeunes, avec justement les initiations et toutes les animations. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Bastille, vous la magnifiez. Et voilà, c'est la star de la journée aussi, avec le vélo bien sûr, mais voilà, cette Bastille qui est vraiment valorisée comme elle doit l'être aussi, avec un événement particulier. Je voudrais qu'on y aille avec vous, puisque vous êtes spécialiste du trial, un peu moins de VTT de descente, je sais pas... Non, ça s'est mis un peu plus tard en fait. Quand j'ai arrêté vraiment la compétition, j'ai commencé à toucher un petit peu à tous les vélos. C'est pas le même vélo d'ailleurs. Non, c'est pas du tout le même vélo. Là, on est sur un vélo tout suspendu, vraiment typé vraiment pour la descente, avec des grosses suspensions, des gros freins. Il faut tout ça même pour les protections. marches. Voilà, on a un casque intégral, des gants, des protections. Enfin là, c'est encore plus dangereux quoi. Alors on descend les escaliers, on passe dans les tunnels. Voilà, là on aménage des modules, parce que sinon ce serait trop simple, juste des escaliers pour nous. Donc on se dit pourquoi pas, voilà, des sauts un petit peu partout. Donc là, le parcours l'an prochain va changer légèrement. Ça part du nouveau bâtiment qui s'appelle le Babel Community. Vous connaissez, on va sauter du premier étage carrément pour commencer du Babel Community. Oui, donc un peu plus de difficultés encore. Ça va être encore un petit peu plus chaud et on aura la nouvelle, enfin du coup l'autre partie de la montée Chamon là, du musée dauphinois qui sera cette fois-ci vraiment moitié public, moitié vélo, donc beaucoup plus d'accès aux spectateurs. Et pour le coup, là, on terminera au même endroit devant la Fontaine du Lion, donc voilà, le lieu emblématique de Grenoble, ça sera super sympa. Mais c'est une vraie course, c'est une compétition. C'est une compétition, alors c'est vraiment réservé à seulement 20 pilotes que j'ai invités, les meilleurs pilotes, parce que là c'est trop compliqué d'ouvrir ça aux amateurs. Oui, parce que c'était le cas l'année dernière. Très limité aussi. L'an dernier, c'était pareil, c'était 25 pilotes, mais cette fois-ci, là, vraiment 20 pilotes, mais vraiment venus du monde entier. Comme j'ai dit, Chili, Argentine, enfin tout ce noyau là de pilotes qui ont l'habitude de faire ces compétitions. Parce que c'est pas une compétition officielle, c'est pas fédéral, ça. Voilà, c'est assez dangereux quand même. Donc, oui, alors c'est dangereux déjà parce qu'il faut tenir sur ce matériel. Sur ce matériel. Là, on a... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une crevaison. Poum. Oui. Voilà, là, ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut repartir dans ces cas-là ou il peut recommencer? Non, là, c'est fichu pour lui. Donc, la finale, heureusement, se passe en 2 manches. Il n'a plus rien à perdre et il salue tout le monde. Et voilà, c'est comme ça, bon perdant. Là, par contre, on peut aussi se faire mal. Donc, oui, là, c'est pas... Voilà, c'est du vélo descente, mais quand on n'est pas dans la forêt, c'est pas de la terre, c'est des escaliers. Donc, forcément, ça fait plus mal. Et là, ça a terminé avec... Et une frayeur, mais ça va. Il s'est bien terminé, une petite luxation d'épaule. Voilà, on a eu des points de suture aussi, quelques brûlures, mais bon, ça fait partie et il est reparti. Donc, comme quoi... en poussant le vélo, mais il est reparti. Ouais, voilà. Et vous êtes ça fait partie du sport extrême, ouais. Oui. Ça vous est arrivé, un épisode comme celui-ci où, bon an, mal an, il faut repartir? L'an dernier, non, je ne suis pas tombé, heureusement. Je croise les doigts. Non, mais pas là, voilà, on vous a vu. Vous n'avez pas gagné non plus. Non, ok. Bon, ça lance le défi. Voilà, mais, cette année, cette année, moi, je serai commentateur de cette course. Et aussi, je ferai les caméras embarquées en preview de la course. Mais vous l'étiez déjà commentateur, en fait, vous faites voilà. tout. L'an dernier, j'ai fait un peu trop de choses. J'étais aussi à la friteuse et aux inscriptions et tout ça. Voilà, il fallait tout faire pour la première édition. Fallait travailler. Donc, mais donc cette année, voilà, le but c'est. On peut suivre aussi, on peut revoir cette descente sur Télégrenoble comme c'était le cas. Alors ça, c'est le vainqueur. C'est-à-dire en fait, il faut être le plus rapide, il faut être le plus technique. La glisse, c'est jugé comment en fait? Là c'est simple, c'est le premier arrivé, celui qui met le moins de temps qui a gagné. Donc c'est le temps qui décide alors. Il n'y a pas de figure, il n'y a rien. On fait comme on veut. Faut arriver le plus vite possible. Et vous avez vous aussi votre Kevin Mayer, donc il n'y a pas qu'en décathlon. C'est ça, ouais, c'est vrai. Donc lui, c'est Kevin qui sera là pour. C'est un Français en plus, donc la France était bien représentée et il sera là cette année pour défendre son titre. Parmi les 20 meilleurs. Ouais. Et donc, on peut faire la fête, bien sûr, avec eux, on peut les rencontrer. Et bien sûr, dire qu'il ne faut pas prendre son VTT quand on est tout petit, qu'on n'a pas d'expérience, ou même quand on est plus vieux et qu'on n'a pas d'expérience sur la Bastille. C'est seulement dans un contexte très encadré. Un peu de sensibilisation aussi? Oui, d'abord, là, ce circuit-là, il est vraiment créé que pour la compétition. Donc, et c'est vraiment les meilleurs pilotes mondiaux qui en font déjà depuis 15 ans, 20 ans. Donc, voilà. Après, c'est pour ça aussi qu'on ouvre le festival avec toute cette notion d'éducation, avec des moniteurs qui seront là pour apprendre à partir de 2 ans les draisiennes. Et plus après jusqu'à tous ceux qui veulent venir avec leur vélo, essayer le parcours de maniabilité. Il y a un moniteur qui sera là pour apprendre. Et on a bien sûr des exposants qui seront là pour montrer un peu les nouveautés, des casques, des protections justement, sensibiliser avec la métropole. Donc voilà. La sécurité, toujours, mais le plaisir.
Toujours un casque. Exactement. Minimum. Ça, c'est un VTT de trial ou de descente alors parce que Alors ça, c'est compliqué. Il y a le VTT trial qui est un vélo sans selle et ça, c'est une nouvelle discipline, c'est le street trial. Donc c'est un mix entre un VTT trial et un BMX, on va dire. Donc ça permet aussi bien de monter sur les murs, mais aussi de faire des figures. Donc avec ça, je peux faire en démonstration, je l'utilise souvent, je fais des backflips, des front flips, je monte sur le toit de mon camion. ou sur nos invités par exemple qui vont sauter se mettre ici par par-dessus. terre. Non, vous On l'avez fait, l'épargnera peut-être Aurélien, cette déjà. fois-ci, mais c'est vrai que dans Télé Grenoble, j'ai l'habitude de faire ça. Oui, Ouais. tout à fait. Hein, Ouais. un On autre verra jour, peut-être les coulisses ouais. sur les réseaux sociaux, il y aura peut-être ça. Ah, il y a toujours un petit peu d'inquiétude, mais après tout, on est fous. Suivez-nous, bien sûr. Bien sûr, sur notre page Instagram et Facebook. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le trial, le vrai, c'est ça, par Voilà. exemple. Donc on en Ah ouais, parlait. il y a vraiment C'est pas des de rochers. Donc là, il n'y a sel. pas de sel. Donc on ne peut pas se reposer. Hein, sinon, Ah non, ça- là, c'est limite, c'est même tout le temps sur une seule roue, sur la roue arrière ou sur la roue avant. Mais voilà, le principe, c'est ça, c'est de monter des obstacles. Et on n'est plus dans le timing. Là, on est dans la dextérité. On est dans l'équilibre aussi. Ouais, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'explosivité. Le but, c'est vraiment de franchir les obstacles. Faut jamais poser le pied au sol. On a le droit que, clairement, au pneumatique, quoi. Même une pédale ou quoi, ça sera pénalisé. Et on a, en compétition, on a plusieurs zones. Voilà, ça peut être naturel ou artificiel, mais le but, c'est de franchir ces différents obstacles sans poser le pied au sol. Et pas forcément le plus rapidement possible, mais on est quand même imposé en temps par section, donc faut pas traîner, quoi. Mais il faut une sacrée condition physique pour faire ça. Ah ouais, non, c'est beaucoup d'entraînement physique. En dehors du vélo, c'est aussi beaucoup d'heures à la salle de sport, parce que voilà, beaucoup d'explosivité et beaucoup de précision, d'endurance. Voilà, c'est beaucoup de répétitions avant de passer un obstacle. Un bon centre de gravité, il faut être léger. Ouais, c'est assez complémentaire, ouais. Léger, le vélo aussi est très léger, il fait moins de 8 kg. Et puis, ouais, c'est un mélange de tout, en fait, de précision. Et à l'entraînement, on va peut-être rater 100 fois un obstacle avant de le passer une fois, quoi. Donc, beaucoup de persévérance. Oui, alors on a dit la descente, le trial, donc l'équilibre, les rochers, rien vous fait peur, pas même Ninja Warrior, rappelez-vous. Ah oui, c'est arrivé. Et ouais. Vous avez fait ça aussi. C'était cette émission vraiment réservée aux personnes qui n'ont vraiment pas froid aux yeux et qui sont capables de tout faire. Ouais. Voilà, là on n'est pas à Télé Grenoble, mais vous faites ça régulièrement. Est-ce qu'une fois ça s'est mal passé ? Est-ce que vous avez écrasé quelqu'un ? Non, j'évite, non. D'accord. J'évite. Il y a Sauf si jamais vous avez eu des un- images, je dis ça, mais... Ouais. Non, pas d'image. Non, je vais dire non alors. Bah non, Ok. j'espère. Ah, ça veut dire que ça existe alors. Non, mais des fois, ça m'amuse de quand même titiller un peu les gens, quoi. Oui. C'est amical. Oui, alors de titiller les gens, mais aussi comme Christophe Beaugrand, ici en l'occurrence. Hein. Voilà, ça fait aussi des boîtes à souvenirs. Et vous défiez aussi les hauteurs, parce que c'est bien beau de descendre. Vous montez aussi, Ouais, et vous pédaler. montez sur les Des pneus. tours. Ça, c'est la tour Trinity à la Défense. Oui, voilà. Voilà, et donc elle fait combien de... Là, je ne sais pas si vous avez posé un pied par terre ou pas. Non, le but, c'était pas de poser le pied au sol, justement. Là, je sais plus, ça faisait une demi-heure comme ça. Je crois que j'ai mis une demi-heure à monter. Ça faisait 37 étages, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était un défi qui a eu lieu juste avant le confinement. C'était pour l'association Rêve, dont je suis le parrain. Donc c'était pour aider Les enfants. le jeune Noah, notamment, qui était fan de vélo et qui m'attendait en haut. Donc le but, c'était d'arriver jusqu'en haut sans poser le pied au sol le plus rapidement possible. Oui, et vous y êtes parvenu. On est à combien de pulsations à peu près sur un... Là, c'est pas que ça monte Sur une vite, mais c'est épreuve surtout comme ça. l'endurance, quoi. Ça fait mal en fait aux épaules, aux pieds. C'est long, quoi. Ça fait beaucoup d'étages, beaucoup de répétitions à faire, à tirer son vélo. En plus, là, c'était un VTT ordinaire. C'était même pas mon trial, donc un vélo qui fait 12-13 kilos, encore plus lourd. Donc ouais, ça a été long. Ouais. Ça se paye par la suite, ça? Non, j'ai toujours pour objectif de faire plus dur. J'ai toujours les dossiers pour la Burj Khalifa ou même la Tour Eiffel avec les Jeux Olympiques. Donc ça, si c'est le jour où ils l'objectif. m'autoriseront, ce serait l'objectif ultime d'arriver en haut de la Tour Eiffel. Ah, dommage, on la voit pas là sur ce plan-ci. La Tour Eiffel est pas très loin. Là, on est à la Défense. On n'est pas hein. loin, ouais. Non. Et ça, c'est en cours. Ça pourrait se faire pour les JO. Eh ben, si vous avez les contacts, je Si suis on a preneur, des hein. contacts, Ouais. on a des relations, Voilà. on va bien Ouais, ouais. arriver. Mais ouais, c'est sûr. Pour les Jeux Olympiques, ça serait magnifique. Ouais. Ça, c'est sûr. Ou alors, on va s'y mettre tous ensemble parce que je sais pas si. Il y a déjà la Tour Perret. On va essayer, voilà. Ah oui, il faut Il y a faire plus attention. simple. hein. Voilà, on Mais fait en local. Ouais, simple, mais il faut faire attention. Elle est un petit peu ancienne. Il faut qu'elle soit bien consolidée avant qu'on puisse de nouveau grimper dessus. Donc, le défi de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous allez faire comme Alain.
Alain Robert, c'était ça, le grimpeur, l'homme araignée qui défiait les plus. Bon, alors Montparnasse sur les vitres, ça va être plus compliqué avec un vélo, mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, Aurélien. Merci à vous. Donc, on se redonne rendez-vous les 27 et 28 mai à la Bastille, et pas que, donc, avec ce festival dédié à la culture urbaine du VTT, de descente, de trial, de tout, vraiment la grande fête du VTT à Grenoble. Merci beaucoup. Un grand lecteur, j'espère. Oui. Allez. En tout cas, de Laurent, je suis sûre que vous allez devenir un fan tout de suite. Parce que déjà, le titre est lumineux, même si le prénom veut dire solitude, comme on l'a dit d'entrée de jeu, mais c'est coloré. Faudrait enlever, on va enlever la petite. Regardez comme c'est coloré et comme c'est très doux, une lecture très très douce. Sous le soleil de Soledad, c'est votre nouveau roman, Laurence Perrin, romancière, ancienne journaliste. Merci beaucoup encore d'être avec nous. Je me souviens plus, je les ai pas comptés, c'est votre 11e. C'est le 11e roman. Il y en a 2 qui sont uniquement en numérique. Oui. Les premiers. Et c'était venu sur le tard, justement, sur le tard, après une carrière de journaliste, chez nos confrères aussi, au Dauphiné Libéré. Oui. Vous avez toujours eu ce goût de l'écriture, et pas nécessairement journalistique. Je me suis trompée, en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu être journaliste parce que je voulais écrire. Mais j'étais pas une bonne journaliste. C'est-à-dire que écrire, oui, je sais faire, mais le journalisme, c'est particulier. Il faut être réactif, il faut poser des questions, il faut être dans l'échange. Et moi, j'étais plus dans l'observation. Et j'aimais bien être en retrait, regarder, etc. Donc un reportage vous faisait systématiquement réfléchir et vous étiez presque plus un témoin qu'un... Voilà, je préférais. Donc clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le journalisme. C'est un journalisme aussi. Oui, voilà. Mais j'étais pas dans la top réactive, on va dire. Donc voilà, mais j'étais persuadée que j'avais besoin du réel, en fait, pour écrire, que j'avais besoin d'un cadre et que j'avais pas d'imagination du tout. Et c'est ça qui m'a fait me dire, il faut que je sois journaliste pour avoir comme ça des guides. Oui, le choix des mots, en fait, dans le journalisme doit révéler quelque chose. Un mot n'est jamais choisi au hasard. Et vous vouliez peut-être un petit peu plus cette liberté des mots qui venaient au fond du fond de vous-même. Oui, je voulais surtout essayer de voir jusqu'où pouvait m'entraîner mon imagination en dehors des codes du journalisme. Et bon, je me suis dit, je vais me lancer parce que je vais regretter plus tard si jamais je ne le fais pas. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est débloqué, c'est-à-dire que cette imagination que je ne pensais pas avoir, à un moment, elle est arrivée sans s'arrêter, en fait, comme un flot comme ça, qui fait que j'arrive à écrire un livre par an maintenant. Alors ça vous a un livre par an, en plus, c'est immense et pas de regret. C'est vraiment, vous étiez faite pour ça. Ah oui, non, là, je vis ma meilleure vie, comme on dit. Hein. Non, vraiment, je suis heureuse de me lever le matin en ayant cette liberté de l'écriture, en me disant qu'est-ce que je vais leur inventer, qu'est-ce que je vais leur écrire, en pensant au lecteur. Et c'est formidable d'avoir ce pouvoir-là d'émouvoir les gens, de les faire rire, de les faire réfléchir, et puis de m'apporter aussi à moi-même encore tout un tas de découvertes. Mon passé de journaliste fait que je suis toujours dans la curiosité, la recherche, l'envie d'apprendre. Et vous avez hâte de découvrir et de rencontrer vos personnages. En fait, vous vivez cette vie parallèle. Oui, c'est très... Les personnages, je ne veux pas qu'ils apparaissent à la 3e page, en fait. Pour moi, quand je commence à poser les mots sur mon ordinateur, ça fait un moment déjà qu'ils existent, les personnages. Ça me fait penser au Bureau des légendes, vous savez, la série où les espions sont obligés d'apprendre par cœur leur fausse date de naissance, leur faux nom, est-ce qu'ils ont des frères, des sœurs, des parents, est-ce qu'ils sont morts, comment ils sont morts, si c'est le cas, de manière à jamais être pris en défaut quand ils sont interrogés dans le cadre de leur mission d'espionnage, dans le cadre de leur faux personnage. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en pratique pour mes personnages. Avant d'écrire, je leur écris leur légende dans ma tête, de manière à ce qu'ils aient l'air vrais et qu'ils aient vraiment de la chair avant d'apparaître par écrit. Et il vous guide votre histoire. Bien sûr, oui, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Ce qui définit mon roman en premier, c'est le lieu. Et ensuite, le thème que je vais aborder, mais il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, je sais, j'ai déjà ces 2 piliers qui sont plantés. Et après, on y va, quoi. Et on voit ce que les personnages et mes recherches me réservent. Alors, ce sont les lieux qui vous guident, donc vous allez vous transformer en une carte du monde, peut-être, car vos bras représentent vos romans. Oui, chaque roman. Donc, on est à New York. Ouais. Et le Mexique, ça y est ?
Le Mexique, oui, il est là. Voilà. Un alligator. Un alligator. Ouais. Et de Floride. Et de Floride, oui, parce que le roman se passe à la fois dans les Everglades, en Floride, et au Yucatan, cette région paradisiaque du Mexique. Et oui, alors on va faire la connaissance de Cass et non pas de Soledad, parce qu'elle est également dans le livre, bien sûr. C'est un autre personnage. Vous avez deux personnages, en fait. Vous avez Cassie, on dit, hein, Cassie, oui. Et Soledad. Alors, en fait, Cassie est une jeune femme rondelette. Oui, complète. Enfin, c'est une quinca, hein. C'est une quinquagénaire. Ouais. Elle est... Depuis déjà un moment, elle souffre et elle est un peu moquée. Oui. Également. Alors, complexée. c'est pas anecdotique du tout, parce que le but, c'est pas justement de montrer quelqu'un qui est complexé et qui comment on se sort d'un complexe. C'est surtout de parler à travers ce personnage des excès de notre société actuelle. C'est-à-dire que on est passé d'une société très normée. On a voulu se battre depuis quelques années contre les normes, et à force de se battre contre les normes, il faut revendiquer toutes les différences, en fait. Et être en surpoids, par exemple, c'est une différence comme une autre. Bon, c'est celle-là que j'ai choisie dans le roman. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est pas une norme, c'est peut-être la nôtre à notre époque ici. Oui, mais c'est pas la même dans d'autres pays. Ouais. C'est pas la même selon les époques aussi. Donc, c'est un petit peu votre voilà, qu'est-ce qu'on est au-delà de ces normes qui sont différentes. Oui, parce que justement, c'est une différence. Et elle, mon héroïne, ne se sent pas bien dans cette différence. Sauf que là, maintenant, on n'a plus le droit dans notre société actuelle de ne pas revendiquer sa différence. Il faut être bien dans sa peau, c'est des injonctions en permanence. Et à la limite, si on n'est pas content de ce qu'on est, on trahit un peu la cause, quoi. C'est-à-dire que Mama Cass, mon héroïne, elle est enrobée, elle n'est pas bien dans sa peau, mais elle n'a pas le droit. Notre société lui dit qu'elle n'a pas le droit, qu'il faut qu'elle soit heureuse d'être comme elle est. Et elle ne l'est pas. Et ces injonctions, c'est aussi ce dont je veux parler un petit peu dans le roman. Donc il y a un peu ce paradoxe-là. Ouais. Alors Mama Cass, pourquoi elle s'appelle Cassie et les gens l'appelaient Mama Cass justement. Alors Mama Cass, oui, non. Alors ça se passe au Mexique. On avait aussi des images de cette fameuse Mama Cass Elliott, qui était Cass oui c'est ça, Cass Elliott, qui était la chanteuse des Mamas and Papas. Oui. Donc voilà, qui est absolument magnifique. Je suis ultra fan de Cass Elliott, alias Mama Cass, donc la chanteuse des Mamas and Papas, avec sa voix absolument magnifique. Donc une personne qui en plus avait beaucoup d'amis, qui n'était pas moquée, qui avait du succès, et c'est le surnom de votre héroïne, qui n'est pas bien dans sa peau. Oui, c'est son surnom. Et pourquoi avoir choisi justement ce personnage-là ? Parce que j'aime bien les mamas and papas. J'aime toujours, dans mes romans, j'aime toujours avoir des références culturelles, des références sociétales. Et les prénoms sont jamais, ou les surnoms dans mes romans sont jamais choisis par hasard. Ça symbolise toujours quelque chose. Et là, j'avais envie de parler d'une femme en surpoids et aussi de ce que peuvent faire les surnoms. Le mal que peuvent faire les surnoms chez les enfants. C'est-à-dire même si vos parents vous aiment, comme c'est le cas de mon héroïne, ses parents l'ont aimée, mais ils l'appelaient Mama Cass C'était pas moqueur du tout, parce que le papa, la maman aimaient les mamas and papas, ils aimaient Mama Cass. Et donc la petite, comme elle était rondouillarde, elle s'appelait Cassie, on l'appelait Mama Cass. En soi, on se rend pas compte de ce que ça peut faire sur le long terme, ce genre de surnom. Et elle vit avec ça, même à 50 ans, elle a toujours ce surnom. Et voilà. Oui, et alors on est le roman se passe en Floride. Oui, au début. Ouais. Voilà, il se passe en Floride et il arrive un événement douloureux. Choquant, voire traumatisant pour Cass, qui découvre Soledad morte sur le sol. Soledad, c'était une femme de ménage, mexicaine. Mexicaine, et elle lui a laissé un mot. Et Soledad voulait rentrer au pays, au Mexique. Oui. C'est-à-dire que Soledad, c'est une femme âgée, mexicaine. Ça fait 30 ans qu'elle travaille pour Cassie, pour mon héroïne. Et en fait, elle est là sans qu'on la regarde. C'est-à-dire qu'elle fait partie des murs. Jusqu'au jour où, effectivement, elle meurt. Et là, se pose la question pour Cassie, l'héroïne, de se dire, bon, qui est-ce que je préviens ? Qu'est-ce que je vais faire pour les obsèques ? Est-ce qu'elle avait ses papiers ? Et elle va se rendre compte, en fait, qu'elle ne la connaissait absolument pas. Et elle va trouver ce mot de Soledad, qui tout au long du roman est là, tout en étant morte, en fait. Hein. C'est le nom du roman, mais elle est morte. Et elle va trouver ce mot lui demandant de la ramener chez elle. Et donc, Mama Cass, qui n'a jamais pris l'avion de sa vie, va être obligée de sortir de sa zone de confort pour aller à la recherche de Soledad et à la recherche d'elle-même. Dans ce pays où la mort n'est pas triste. D'ailleurs, vous l'écrivez, ça, justement, que la mort n'est pas triste chez nous.
Voilà. Et ça, c'est au Mexique, comme on le voit ici sur ce fameux Dia de los Muertos, donc Ouais, le jour des morts, Oui. où la mort est une fête, où on invite les défunts à partager une journée avec nous, à nous visiter, comme ça. dans le film Coco donc, de Disney, qui justement change aussi cette image, peuvent apporter un certain regard, en tout cas pour les enfants, un certain regard de la mort et de l'absence, vivre l'absence autrement. En un petit mot, parce que je vois qu'on arrive au terme de notre émission, mais c'est aussi une démarche personnelle pour vous, qui avez été touché par la mort d'un proche, de votre papa. Et donc, c'était aussi une autre approche de la mort pour vous, que vous vouliez faire partager. Oui, tout à fait. C'est une manière de vivre le deuil que je ne voulais pas, que j'arrive pas à rendre triste. Je ne le suis pas. Parce que les souvenirs sont là et la présence est toujours là. Et je voulais le montrer, justement. Je connais le Mexique, j'y suis allée plusieurs fois. Et justement, cette manière de voir les choses m'a plu beaucoup. Et c'était l'année pour le faire, pour moi. Donc, si vous pouviez inspirer bien des personnes aussi avec ce roman-là, c'est aussi peut-être un de vos objectifs de partager cet état d'esprit, cette vision que vous avez. Merci beaucoup pour ces lignes. On attend le prochain l'année prochaine. L'année prochaine, Allez, sans faute. On se retrouve chaque année, Laurence Perrin. Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup, Aurélien, et très, très belle DH urbaine de Grenoble. Et merci encore de votre fidélité. À très vite. De Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.